Bonjour les amis, bonjour aux nouveaux abonnés. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partir aux États-Unis et je vais vous parler de la disparition de Johnny Gosch. La disparition de Johnny Gosch a été l'un des cas de disparition les plus médiatisés aux États-Unis. Alors prenez une boisson, prenez un repas. Johnny Gosch est âgé de 12 ans et il vit à Des Moines, en Iowa. Désolée pour mon anglais, il est un petit peu nul, mais je vais faire ce que je peux. Des Moines est plutôt une ville tranquille, familiale et à la base sans crime. Chaque matin, Johnny se lève tôt, car dans sa ville, il a un petit travail, il distribue les journaux. Il aime bien son boulot, car avec son argent, il peut s'acheter ce qu'il veut sans demander à ses parents. D'ailleurs, avec cet argent, il s'est même offert une motocross. Voici Johnny et sa motocross. Johnny part de la maison à 5h40 avec son chien Gretchen pour distribuer les journaux. Il part sans son père John. Cela est un petit peu inhabituel car normalement son père l'accompagne toujours lors des tournées, mais ce jour-là, il a préféré laisser son père dormir. Il se présente au centre de distribution où on lui remet ses journaux avec son petit chariot jaune. Et à ce centre de distribution, il y a plusieurs autres enfants de son âge. Voici le chariot que Johnny avait. Johnny ne traîne pas, il veut finir sa tournée au plus vite car dans l'après-midi, il a prévu d'aller au lac avec son père, sa mère et puis un ami. À 6h30 du matin, John et Noreen, les parents de Johnny, reçoivent des coups de téléphone des voisins qui leur disent qu'ils n'avaient pas reçu les journaux. John et Noreen sont très étonnés car normalement Johnny est très ponctuel. Alors Noreen décide d'aller voir dans la chambre à Johnny, voir s'il n'est pas resté endormi. Et effectivement, la chambre était vide, il était déjà parti. John décide de sortir en espérant tomber sur son fils. Et en marchant dans la rue, il trouve le petit chariot rouge de son fils abandonné. Et dedans, il y a encore les journaux qui n'ont pas été distribués. Il prend la décision de distribuer les journaux lui-même, car à ce moment-là, il se dit que Johnny s'est peut-être simplement disputé avec un de ses amis ou un de ses voisins, et qu'il va rentrer plus tard. Après avoir distribué les journaux, John rentre à la maison. Et c'est au moment où la petite chienne Gretchen revient à la maison seule que John se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Et il s'imagine le pire. Noreen et John appellent la police pour signaler la disparition de leur fils de 12 ans. La police va mettre plus de 45 minutes pour arriver au domicile des parents. Et pourtant, le poste se trouve à quelques pâtés de maison. Ils n'ont pas fait de Johnny leur priorité, car sinon il serait arrivé en même pas 5 minutes. Noreen prend les devants et interroge les voisins qui ont bien vu Johnny le matin même. Cinq voisins diront avoir vu Johnny discuter avec un homme dans une voiture bleue et qu'ensuite il y a eu un
claquement de portière et que la a démarré en trombe. Puis plus de Johnny. Pour la police, Johnny a fait simplement une fugue, car pour eux, s'il y avait eu enlèvement, il y aurait eu une demande de rançon. Pour les parents de Johnny, c'est impossible qu'il ait fugué, car il n'avait déjà aucune raison, et de deux, pourquoi aurait-il pris son chien Gretchen? Et d'ailleurs, il se réjouissait de passer la journée au lac. Malgré tout ça, les policiers prennent la décision d'attendre 72 heures avant de lancer un avis de recherche. Cette décision a été une énorme erreur. Il y a aussi eu d'autres témoignages très inquiétants. Quelques jours et quelques semaines avant la disparition de Johnny, plusieurs personnes ont dit avoir vu un homme, toujours dans une voiture bleue, prendre en photo Johnny, ou bien une autre personne dira avoir vu Johnny discuter avec cet homme. D'ailleurs, le jour de la disparition de Johnny, ce même homme a été vu en train de suivre Johnny et après discuter avec lui. Malgré ces témoignages, les recherches pour retrouver Johnny sont longues à démarrer car la police reste toujours dans leur optique comme quoi Johnny a fugué. Les habitants de la ville de Des Moines se sont portés volontaires dans les recherches de Johnny. Ils ont fouillé les sous-bois, les buissons, la forêt, les ruisseaux, mais sans jamais rien trouver. Et le plus choquant, c'est que pendant ce temps normal, les policiers ne font rien. Pour rien vous cacher, la relation entre les parents de Johnny et les policiers sont très tendues. Mais il ne faut pas s'étonner pourquoi. D'ailleurs, des agents les ont traités de fous furieux. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, John et Noreen ont mis beaucoup d'efforts dans la recherche de leur fils. Les parents de Johnny se sentaient tellement délaissés par les autorités qu'effectivement ils ont pris les devants en passant dans les radios, dans les journaux, même dans les émissions de télévision pour essayer d'avoir une information. Mais malgré tout ça, il n'y a rien eu. Johnny Gosch n'est pas le seul garçon à avoir disparu de Des Moines. Le 12 août 1984, Eugène Martin, un enfant de 13 ans, lui aussi qui distribuait les journaux, a disparu. Des témoins, là aussi, disent avoir vu Eugène discuter avec un homme et qu'ensuite, plus d'Eugène. On a juste retrouvé son sac de journaux. Et là aussi, sans surprise, les policiers, la même chose que pour Johnny, disent qu'ils peuvent rien faire avant 48 heures à 72 heures, car ils pensent aussi à une fugue. Mais pour beaucoup d'habitants de la ville, euh, Eugène a sûrement été enlevé par le ou les mêmes hommes que Johnny. Des avis de disparition des deux garçons sont publiés sur des briques de lait dans l'espoir d'avoir une information, mais à nouveau, ça n'a rien donné. Par la suite, dans la ville de Des Moines, il y a eu un autre enlèvement d'un enfant aussi de 13 ans, lui d'ailleurs aussi, il distribuait les journaux. Il y a eu aussi plusieurs tentatives, d'ailleurs sur des jeunes aussi qui distribuaient les journaux. Les habitants de Des Moines, suite à tous ces enlèvements et ces tentatives d'enlèvement, pensent à un prédateur sexuel. Ils ont même soupçonné que le prédateur était en contact avec l'employé du centre de distribution. En 1985, il y a eu un rebondissement dans l'affaire de Johnny Gosch. Une employée d'un supermarché de Sioux City en Iowa appelle la police pour faire part d'une étrange découverte. Effectivement, elle a reçu un billet où dessus il y avait un truc d'inscrit. Johnny, c'est moi, Johnny Gosch, je suis vivant. Les policiers prennent cela au sérieux
Et après analyse, enfin après comparaison avec l'écriture du billet et l'écriture de Johnny, ça a été confirmé que c'était bien, bel et bien l'écriture de l'adolescent. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible de savoir depuis quand ce mot a été écrit, et puis depuis quand ce billet tournait dans la ville, quoi. 9 ans après la disparition de Johnny en 1991, Paul Bonacci, qui est en prison pour agression, pour agression sexuelle sur mineur, dit avoir fait partie d'un réseau de pédophiles et affirme avoir participé à l'enlèvement de Johnny Gosch. Pour affermir ses dires, il décrit parfaitement l'adolescent, même la tache de naissance que Johnny a sur sa poitrine. Mais il aurait pu entendre ça dans les journaux, car à l'époque, les parents de Johnny passaient beaucoup, comme je vous ai dit, dans les journaux, à la radio, à la télé. Mais il précise également la cicatrice que Johnny avait sur la langue et une brûlure sur la jambe. Et ces deux informations n'ont pas été divulguées par les parents. Paul dit qu'après avoir enlevé Johnny, il a vendu le jeune garçon à un homme qui s'appelait Michael Aquino. Oui, Michael Aquino. Paul amène des policiers dans une maison qui a priori appartenait à un certain Emilio, où Johnny a été détenu. Il aurait été gardé plusieurs mois en captivité dans la cave. D'ailleurs, dans cette cave, on va retrouver des initiales IG. Était-ce les initiales de Johnny Gosch? Ça, on n'a jamais su. Malgré tous ces éléments, les policiers n'ont jamais vraiment accordé l'importance à ces informations. En 1999, lors d'un procès, Paul Bonacci est amené à répéter son témoignage au tribunal. Noreen Gosch est aussi appelée à la barre. Et là, on lui pose une question. Avez-vous revu votre fils depuis son enlèvement, enfin depuis sa disparition? Et là, la surprise fut de taille. Elle répond oui. Elle dit avoir revu Johnny en 1997. Elle s'est fait réveiller à 2 heures du matin, un dimanche, par la sonnette à la porte. À ce moment-là, il faut que je précise, elle était divorcée de John. Alors donc, elle va voir à la porte, elle regarde par le trou et elle voit deux hommes. Elle ouvre la porte et là, un des deux hommes lui dit: «C'est moi, maman, c'est Johnny.» Et elle dit l'avoir reconnu tout de suite. Elle dit aussi que la discussion a duré pendant 1 heure ou deux et que Johnny dit qu'il, depuis son enlèvement, il était pris dans un réseau de pédophiles et qu'il était en danger car il s'est enfui avec l'homme qui l'accompagnait. D'ailleurs, cet homme, Noreen dira qu'il n'a pas parlé de tout le long de la conversation. Ensuite, Johnny dit à sa mère: ne dis à personne que tu m'as vu. D'ailleurs, elle a bien gardé le secret. Et ensuite, Johnny est reparti avec cet homme comme il est venu. Difficile de croire son témoignage à ce moment-là, car il n'y a rien pour prouver ça. Il n'y a aucun témoin, aucune preuve, rien. Beaucoup de personnes ont accusé Noreen d'avoir inventé cette histoire pour faire relancer l'enquête. Même John, le père de Johnny, a du mal à croire aux paroles de son ex-femme. En août 2006, un dimanche matin, Noreen prend son journaux, prend son courrier devant la porte. Et dans son courrier, il y avait une enveloppe non identifiée. Et dans cette enveloppe, il y avait des photos de garçons. Pardon, j'ai mal prononcé, je voulais dire des garçons. Voici deux photos des garçons. Noreen est persuadée que sur ces photos, il y a Johnny. John Gosch, lui, a toujours affirmé ne pas reconnaître son fils sur les photos, car il ne le reconnaissait pas.
Des experts engagés par Noreen confirment que c'est bel et bien Johnny sur les photos, mais les policiers n'ont jamais pu le confirmer. À ce jour, l'affaire de Johnny Gosch reste un suspense. On ne sait pas ce qu'est devenu le jeune garçon, mais il y a eu plusieurs théories. D'ailleurs, des plus folles, je vais vous en dire deux. La première théorie, c'est que certains ont pensé que Jeff Gannon, un journaliste qui s'était infiltré à la Maison Blanche, pouvait être Johnny. Mais cette théorie n'a jamais tenu la route, car Jeff et Johnny avaient quand même 15 ans de différence d'âge. La deuxième théorie, la plus folle, c'est que certains ont même pensé que Johnny participait à des fêtes que George Bush organisait et qu'il avait eu sûrement des relations sexuelles avec l'un des présidents et qu'on lui aurait fait, suite à ça, un lavage de cerveau et c'est pour ça qu'il ne rentrait pas chez lui. Bien sûr, tout ça n'est que théorie. Johnny Gosch aurait 52 ans aujourd'hui et moi, pour ma part, je pense plutôt que malheureusement il est décédé. Peut-être pas le jour même de son enlèvement, mais peut-être bien plus tard. Il a peut-être été gardé en vie quelques mois ou voire une année ou deux, et qu'après il a été éliminé parce qu'il commençait à grandir et qu'il pouvait encore plus parler. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre théorie en commentaire, ça pourrait être intéressant. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous!